Ce gâteau, en fait, c'était le gâteau industriel parce que j'ai mangé ça pendant toute mon enfance. Luana Belmondo n'avait plus accordé une seule interview depuis cette nuit glaciale où elle avait quitté la villa familiale, laissant derrière elle le silence pesant d'un amour en ruine. Et voilà qu'1 an plus tard, elle réapparaissait, les yeux traversés d'une lueur étrange, comme si un feu longtemps étouffé venait enfin de trouver l'air pour brûler. Elle, l'héritière d'un nom chargé d'histoire. Petite fille d'un monument du cinéma et épouse pendant plus d'1 décennie d'un homme qui, aux yeux du monde, incarnait la stabilité, la réussite et la fidélité, mais qui dans l'ombre avait laissé s'effriter un lien pourtant sacré. Et c'est dans cet entre-deux, entre la lumière crue des projecteurs et l'obscurité intime des secrets, que se tisse la trame invisible de son histoire. Une histoire faite de gestes suspendus, de regards étouffés, de mots que l'on retient jusqu'à se mordre les lèvres. Une histoire dont personne ne connaît encore le point de rupture exact, si ce n'est cette nuit où, vêtue d'un manteau trop fin pour l'hiver, elle avait erré sur les quais de la Seine comme une étrangère dans sa propre vie, ses talons résonnant contre les pavés mouillés, le souffle court, incapable arrêtable de dire si elle fuyait ou si elle courait vers quelque chose. Et il y avait dans ses mains glacées une lettre jamais envoyée, des phrases griffonnées à la hâte, tachées d'encre et de larmes, des phrases qui portaient le parfum d'un autre, d'un homme dont le nom n'avait jamais été prononcé à voix haute, mais qui vibrait dans chaque silence, un homme qui semblait avoir toujours existé dans ses marges, comme une mélodie qu'on entend sans jamais l'avoir jouée. Et c'est cette présence fantôme, ce fil invisible qui, depuis des années, guidait ses pas à travers les dîners mondains, les voyages officiels et les sourires figés pour les photographes, qui aujourd'hui se matérialisait enfin dans ces mots, non pas comme une confession au sens ordinaire, mais comme une délivrance lente, presque sensuelle, où chaque syllabe semblait redonner du souffle à son corps fatigué. Et quand elle parlait de lui, ses yeux se troublaient, sa voix baissait imperceptiblement, comme si elle effleurait quelque chose de sacré et de dangereux à la fois. Un amour qui ne devait pas exister mais qui avait survécu à tout, aux années, aux promesses, aux murs dressés pour l'empêcher de naître, un amour qui l'avait tenu éveillé des nuits entières, à écouter le tic-tac implacable de l'horloge, à se demander combien de temps encore elle pourrait jouer ce rôle qui n'était plus le sien. Et dans ce moment suspendu, où elle brisait enfin le pacte tacite du silence, on comprenait que ce qu'elle s'apprêtait à révéler ne serait pas seulement un nom, mais la clé de toute une vie. La pièce manquante d'un puzzle que même ses proches n'avaient jamais su assembler, une vérité si intime et si inattendue qu'elle semblait défier tout ce que l'on croyait savoir d'elle. Et tandis que la caméra captait le frémissement imperceptible de ses doigts sur la coudoir, on devinait que ce récit ne commencerait pas par un début, mais par une déchirure, et que cette déchirure, une fois ouverte, ne se refermerait plus jamais. La rumeur qui allait briser l'image parfaite de Luana Belmondo ne naquit pas dans un salon mondain ni dans une page de magazine, mais dans l'ombre moite d'une chambre d'hôtel à Lisbonne, un soir où le ciel semblait retenir sa pluie pour mieux étouffer la ville. Là, derrière une porte entr'ouverte, son reflet dans le miroir trahissait tout ce que le monde ignorait encore. Elle n'était pas l'épouse élégante que l'on croyait connaître, ni la veuve souriante d'un rêve familial brisé, mais une femme qui portait sur sa peau les traces invisibles d'un amour interdit, un amour qu'elle avait gardé enfoui si longtemps qu'il en était devenu une seconde respiration. Il y avait dans ce regard capté par hasard par un photographe anonyme une fièvre que nul gala, nul dîner officiel n'avait jamais réussi à éteindre, et cette fièvre racontait à elle seule les nuits clandestines, les voyages improvisés sous de faux noms, les échanges de lettres codées glissées dans les pages d'un livre que personne n'ouvrait jamais, tout un réseau d'instants suspendus, de frôlements fugitifs, de baisers volés au détour d'un couloir d'aéroport, des heures passées à regarder par la fenêtre d'un train en sens inverse, à fuir et à revenir toujours. Comme si cet amour impossible n'existait que dans le mouvement, dans l'échappée. Il y avait aussi cette manière qu'elle avait de se taire, lorsque quelqu'un prononçait son prénom, ce silence qui n'était pas de l'oubli mais de la protection, comme si chaque mot risquait de briser un équilibre trop fragile, et pourtant, ce nom résonnait en elle comme un battement d'ailes, un appel irrésistible, un ancrage secret. Elle se souvenait de cette nuit en Andalousie, des odeurs de jasmin et de terre chaude, de la sensation du vent soulevant ses cheveux tandis qu'il posait sa main dans le creux de son dos. Elle savait alors
que rien ne pourrait jamais effacer cet instant. Pas même les années passées à faire semblant d'appartenir à une autre vie, elle avait tout accepté pour le protéger. Le silence, la distance, les mensonges nécessaires, même de s'asseoir à table avec un sourire forcé en écoutant son mari raconter des anecdotes où elles n'existaient pas vraiment. Et derrière cette façade, son cœur ne battait que pour ces rares moments où une simple vibration sur son téléphone suffisait à lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'il était quelque part, à penser à elle, parfois à quelques rues, parfois à l'autre bout du monde. Et c'est cette certitude qui l'avait maintenue debout lorsque tout s'était effondré, lorsque la séparation officielle avait été prononcée dans un bureau trop froid. Elle n'avait rien emporté si ce n'est une petite boîte de bois, usée, contenant une mèche de ses cheveux à lui, une photo floue, où il riait sans se soucier du monde, et une lettre jamais lue à voix haute, une lettre où il lui promettait qu'un jour, il pourrait marcher côte à côte en plein jour, sans avoir peur d'être vu. Et dans les mois qui suivirent, elle erra entre Paris, Rome et Tanger, comme guidée par les fantômes de leurs rendez-vous passés, revisitant les lieux où leurs ombres s'étaient croisées, cherchant dans chaque murmure de la ville un écho de sa voix. Elle en oubliait parfois de manger, de dormir, mais jamais de sentir. Chaque parfum de rue, chaque éclat de rire lointain devenait une passerelle vers lui. Et quand elle se décida enfin à parler, à dire son nom, ce ne fut pas pour se libérer, mais pour l'ancrer encore plus profondément dans sa réalité, comme si le prononcer, c'était le faire exister au-delà des marges, au-delà des silences, au-delà même de l'amour, dans un espace où plus rien ni personne ne pourrait le lui enlever. Sous la lumière tremblante d'un lampadaire, Luana avançait comme si chaque pas pesait plus lourd que le précédent, son manteau glissant de ses épaules, laissant apparaître une peau marquée par le froid. Et par des nuits trop longues. À veiller seule, elle ne se souvenait plus vraiment du moment exact où sa vie avait basculé. Peut-être cette soirée dans un théâtre oublié de Madrid, lorsqu'elle l'avait vu surgir des coulisses, les mains encore tachées de peinture, les yeux brûlants de cette intensité qui semblait traverser toutes les défenses qu'elle avait patiemment construites au fil des années. Un regard qui disait qu'il la connaissait déjà, qu'il savait reconnaître ses failles, même si elle les cachait derrière un sourire de façade. À partir de cet instant, rien n'avait plus été linéaire. Les jours avaient commencé à se plier autour de rendez-vous imprévus, de voyages éclairs vers des villes où personne ne les attendait, de messages envoyés au milieu de la nuit comme des éclats de vérité arrachés au sommeil. Et dans cette clandestinité, il y avait quelque chose de paradoxalement pur, un espace où elle n'était plus la Belmondo que l'on saluait dans les soirées de charité, mais simplement une femme qui tremblait de le voir approcher, qui comptait les secondes entre le moment où ses doigts frôlèrent les siens et celui où leurs lèvres se trouvaient. Elle se rappelait d'une nuit à Naples, enfermée dans une chambre donnant sur une ruelle étroite où montaient les odeurs de pizza et de pluie. Il lui avait raconté un rêve qu'il faisait depuis l'enfance. Un rêve où il marchait sur une plage déserte en tenant la main de quelqu'un dont il ne voyait jamais le visage. Et cette nuit-là, il avait dit qu'il savait désormais que c'était elle. Elle avait voulu rire, détourner les yeux, mais il avait insisté. Et dans le silence qui suivit, elle avait senti un poids se lever de sa poitrine, comme si elle avait enfin trouvé l'endroit où respirer pleinement. Et pourtant, chaque retour à Paris était un arrachement. Un retour à la rigidité des dîners officiels, à la froideur d'un lit conjugal qui ne portait plus leur chaleur depuis longtemps. Elle apprit à jouer ce rôle avec une précision presque cruelle, à répondre aux journalistes par des phrases polies, à sourire sur les tapis rouges, tout en sachant qu'au fond de son sac à main se cachait un billet d'avion prêt à l'arracher à cette vie au moindre signe de lui. Il y eut des moments étranges où elle disparaissait plusieurs jours sans prévenir, prétextant des retraites artistiques ou des séjours de bien-être, alors qu'en réalité, elle se trouvait avec lui dans un village côtier du Maroc, à peindre des couchers de soleil qu'elle ne montrait à personne, comme si leur couleur n'appartenait qu'à eux. Et chaque fois qu'elle revenait, son regard portait une lumière nouvelle que personne ne comprenait. On chuchotait derrière son dos, on spéculait sur des amants imaginaires, mais jamais personne ne se doutait que la vérité était bien plus vaste, qu'elle tenait dans un souffle échangé sur un balcon à Lisbonne, dans une promesse murmurée entre deux trains à Florence, dans un éclat de rire étouffé sous des draps froissés. Il y eut aussi la peur, cette peur sourde d'être découverte, de voir ce fil fragile qui les reliait se rompre sous le poids des regards. Et parfois, dans ces moments de solitude,
Elle se demandait si cet amour valait le prix de toutes ces vies doubles, mais il suffisait qu'il apparaisse, même pour quelques minutes, pour que toutes les questions disparaissent, remplacées par cette certitude brutale et douce à la fois qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils avaient été jetés l'un vers l'autre comme deux morceaux de métal attirés par la même force invisible. Et ce magnétisme, elle le ressentait jusque dans ses rêves, dans la manière dont il lui parlait à voix basse, comme si le monde entier pouvait les entendre, dans la façon dont ses mains trouvaient toujours la courbe exacte de ses hanches, dans le parfum de tabac blond et de mer qui semblait s'accrocher à ses vêtements longtemps après qu'il soit parti. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle accepta, un jour, sans réfléchir, de tout quitter, non pas pour vivre avec lui au grand jour, mais simplement pour cesser de vivre loin de lui, même si cela signifiait marcher sur une ligne ténue entre passion et destruction. Car au fond d'elle, Luana savait qu'il n'existait pas de retour en arrière, qu'une fois cette porte franchie, tout serait irréversiblement marqué par lui. Et peut-être était-ce là, dans cette certitude mêlée de vertige, que résidait la vraie définition de son amour. Il y avait dans les interstices de sa vie des silences plus éloquents que n'importe quelle confession. Ces silences qui s'installèrent au petit matin, lorsqu'elle se levait d'un lit qui n'était pas le sien, pour traverser à pas nus une pièce à demi éclairée par le soleil naissant, ramassant ses vêtements éparpillés comme autant de preuves d'un crime délicieux. Elle se souvenait de ces matins-là à Barcelone, des draps encore chauds de sa présence, du murmure de la ville, en contrebas, qui semblait protéger leur secret comme un complice muet. Il dessinait sur sa peau des mots qu'elle ne lirait jamais à voix haute, des mots qui brûlaient et rassuraient à la fois. Et elle traçait sur son torse des lignes invisibles, comme pour le graver en elle au cas où un jour il disparaîtrait. Il y avait aussi ces après-midi suspendus dans des chambres anonymes de Vienne, où il s'allongeait, côte à côte, à écouter la pluie cogner contre les vitres. Sans rien dire, comme si chaque goutte effaçait une part du monde extérieur, elle avait appris à mesurer le temps non plus en heures, mais en battements de cœur, en respiration partagée, en frôlement de doigts. Elle connaissait par cœur la forme de ses omoplates, la nuance exacte de son regard lorsqu'il allait dire quelque chose d'important, mais se retenait. Elle savait lire ses silences comme on déchiffre une partition. Et parfois, dans ces moments d'attente où l'un et l'autre savaient qu'ils devraient se séparer bientôt, elle sentait un vertige, la sensation de marcher au bord d'un vide immense, un vide qu'elle choisissait de ne pas nommer, de peur qu'il ne devienne réel. Il y eut un hiver, où ils restèrent enfermés plusieurs jours dans un petit appartement à Prague, coupés du monde, vivant de cafés forts et de musique qui tournait en boucle, et dans cette bulle, elle avait eu l'impression de toucher à quelque chose de presque éternel, une paix qui n'existait nulle part ailleurs. Pourtant, chaque départ était une blessure, une entaille, invisible, mais profonde, et elle rentrait toujours dans sa vie officielle avec ce goût de manque qui lui collait à la gorge, se tenant droite sous les flashs comme si rien ne s'était passé, tandis qu'en elle tout brûlait encore. Il y eut aussi des absences qu'elle ne sut jamais expliquer, des jours entiers où il disparaissait, laissant derrière lui une inquiétude acide et une soif insatiable de ses nouvelles. Elle se surprenait alors à parcourir les rues qu'ils avaient arpentées ensemble, à chercher dans la foule une silhouette qui n'était pas là. Et quand enfin, il revenait, il suffisait qu'il pose ses mains sur ses joues pour que toute rancune s'efface, comme si son corps reconnaissait avant elle que l'amour ne se mesurait pas en constance mais en intensité. Un soir à Istanbul, il lui avait montré une petite boîte contenant des billets de train, des pièces de billets étrangères et un morceau de tissu bleu, et il lui avait dit que chaque objet représentait un fragment d'eux, un point sur la carte de leur histoire. Elle avait voulu pleurer, mais s'était contentée de sourire, car elle savait que ce coffret était sa manière à lui de dire qu'il l'aimait. Dans ses gestes, il n'y avait jamais de grands discours, ni de promesses inutiles, seulement des actes minuscules, mais irréversibles. Et c'est peut-être cette absence de démonstration forcée qui la rendait folle de lui, car il ne cherchait pas à la convaincre, il se contentait d'exister auprès d'elle comme une évidence, et cette évidence-là, Luana l'aurait défendue contre tout, même contre elle-même, même contre le temps qui, inlassablement, les ramenait à la réalité. Il y eut cette nuit à Marseille où tout aurait pu basculer. Une nuit d'orage où la mer frappait contre les quais comme si elle voulait avaler la ville entière. Elle avait couru sous la pluie pour le rejoindre dans une maison isolée sur la colline, trempée, grelottante, le cœur battant trop fort.
Il lui avait ouvert avant même qu'elle frappe, comme s'il avait senti sa présence dans l'air, et dans ses yeux il y avait cette urgence, ce mélange de peur et de désir qui précède les décisions irréversibles. Ils avaient passé des heures à parler à voix basse, entrecoupant les phrases de gestes brusques, de baisers qui ressemblaient à des adieux et à des retrouvailles. À la fois, à l'aube, elle avait vu dans son regard une ombre qu'elle ne lui connaissait pas, comme s'il s'apprêtait à lui dire quelque chose d'irrémédiable, mais se retenait au dernier instant. Et ce non-dit resta entre eux, suspendu, pesant comme une promesse qu'on ne tiendrait jamais après cette nuit. Il disparut plusieurs semaines, laissant son téléphone sonner dans le vide, et elle apprit à apprivoiser cette absence comme on apprivoise une douleur chronique, en vivant autour, en feignant de ne pas la sentir, mais chaque rue, chaque odeur, chaque chanson semblait lui rappeler sa présence manquante. Alors elle se plongea dans des voyages officiels, dans des dîners interminables, dans des sourires forcés, espérant que le rythme imposé finirait par étouffer ce vide. Mais il ne fit que grandir, jusqu'au jour où, à Rome, en descendant les marches d'un palais ancien, elle le vit, appuyé contre une colonne, l'air fatigué mais avec ce demi-sourire qui lui avait manqué plus que tout. Elle ne lui demanda rien, pas un mot sur son absence, et lui ne donna aucune explication. Ils reprirent même simplement le fil, comme si rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. Car cette fois, elle comprit que leur amour ne serait jamais linéaire, qu'ils vivraient de disparition et de retour, de silence et d'éclat, et qu'elle devrait apprendre à aimer même ses absences. Un soir à Venise, dans une chambre donnant sur le grand canal, il lui raconta un souvenir d'enfance, une histoire d'oiseau blessé qu'il avait recueilli puis relâché. Et elle comprit qu'il se parlait à lui-même, qu'il se voyait comme cet oiseau qu'on ne peut pas enfermer, même par amour. Et au lieu de le retenir, elle se contenta de l'écouter respirer dans le noir, acceptant que peut-être aimer cet homme signifiait aussi le laisser partir. Mais chaque fois qu'ils se retrouvaient, le monde entier semblait se replier autour d'eux, comme si rien d'autre n'existait. Et dans ces instants, elle sentait que peu importaient les tempêtes à venir, ils avaient déjà franchi la limite où l'on ne peut plus revenir en arrière. Un soir d'automne à Budapest, la ville noyée sous une brume dorée, elle l'attendait dans le hall feutré d'un hôtel, aux murs tapissés de velours rouge, une coupe de champagne à la main qu'elle ne buvait pas. Les minutes s'étiraient, chaque bruit de pas la faisait se retourner. Et lorsqu'il entra enfin, vêtu d'un manteau sombre trempé par la pluie, elle sentit le monde se réduire à cet instant précis. Il s'assit en face d'elle, déposa sur la table une enveloppe épaisse et dit seulement qu'ils avaient moins d'une heure. Elle n'ouvrit pas l'enveloppe tout de suite, préférant observer son visage, noter les nouvelles lignes autour de ses yeux, comme si chaque absence lui laissait une cicatrice invisible. Ils montèrent dans la chambre. Et là, il lui raconta un projet fou, partir ensemble pendant des mois, sans prévenir personne, traverser des villes inconnues, changer de nom à chaque frontière. Elle sentit son cœur bondir et se briser en même temps, car elle savait qu'elle dirait oui sans hésiter, mais que le prix à payer serait immense. Dans cette horde volée, ils tracèrent avec leurs doigts des itinéraires imaginaires sur la carte froissée qu'il avait sortie de l'enveloppe. Budapest, puis Sarajevo, puis les îles grecques, et plus il parlait, plus elle se voyait déjà marcher à ses côtés dans ces lieux qu'il n'avait jamais vus. Mais l'heure s'épuisa. Il partit sans qu'il se promette quoi que ce soit, laissant sur la table cette carte comme un talisman ou un piège. Les semaines suivantes, elle vécut avec cette carte, pliée dans la doublure de son manteau, comme une porte secrète qu'elle pouvait ouvrir à tout moment, et chaque fois qu'elle la touchait du bout des doigts, elle sentait une chaleur monter en elle, un mélange de désir et de peur. Il y eut aussi cette nuit étrange, à Tanger, dans une maison blanche, battue par le vent, où il lui dit qu'il rêvait parfois qu'ils ne se rencontrent jamais. Pour être épargnée de cette douleur qui les déchirait à chaque séparation, elle l'avait regardé longtemps, cherchant à savoir s'il le pensait vraiment. Puis, elle avait ri doucement, un rire qui tremblait et lui avait caressé le visage comme pour effacer ses propres mots. Cette nuit-là, elle comprit qu'ils étaient prisonniers d'un amour qui ne cherchait pas à être sauvé, mais simplement vécu, comme une tempête que l'on choisit d'affronter encore et encore, même en sachant qu'elle finira par tout emporter.
Ce fut à Athènes, par une fin d'après-midi saturée de chaleur, que la fissure devint presque visible. Elle descendait une rue étroite bordée d'orangers en fleurs, l'odeur entêtante se mêlant à la poussière, et au détour d'un café, elle le vit assis seul, une cigarette entre les doigts, le regard perdu dans la foule comme s'il cherchait un visage qui ne viendrait pas. Elle hésita à avancer, mais il leva les yeux au moment précis où elle allait se détourner. Et ce simple geste suffit à effacer des semaines d'absence. Elle s'assit face à lui, leurs mains se trouvèrent par réflexe. Il lui parla d'une manière différente, presque grave, comme si chaque mot avait été pesé avant d'être prononcé. Il lui dit qu'il avait reçu une proposition qui changerait tout, un départ vers un endroit où elle ne pourrait pas le suivre tout de suite, et qu'il devait choisir avant la fin de la semaine. Elle sentit le sol se dérober sous elle, mais ne dit rien, se contentant de l'écouter comme on écoute une chanson que l'on sait bientôt terminer. Le soir, ils marchèrent jusqu'au port, regardant les bateaux quitter lentement le quai, et elle se demanda s'il était déjà sur l'un de ces navires en pensée, ailleurs, prêt à la laisser derrière. Dans cette promenade silencieuse, elle prit conscience qu'aimer cet homme signifiait aussi apprendre à survivre à ses départs. Mais une part d'elle refusait encore cette idée. Alors elle lui parla d'un hôtel à Delphes, où les fenêtres s'ouvraient sur un ciel saturé d'étoiles, et ils décidèrent d'y aller dès le lendemain. Comme pour suspendre l'inévitable, dans la chambre minuscule, ils passèrent la nuit à se raconter leurs souvenirs préférés, non pas pour se rassurer, mais pour les graver avant qu'ils ne s'effacent. Elle le regarda dormir à l'aube, son visage paisible, comme s'il appartenait à un autre monde, et elle sut que cet instant resterait planté en elle comme une écharde lumineuse, même si tout le reste venait à disparaître. Au petit matin, il lui offrit un carnet vierge, lui disant qu'elle y écrirait leur histoire quand il ne serait pas là. Elle y traça la première phrase avant même qu'il quitte la pièce, comme pour conjurer l'absence qui s'annonçait, et cette phrase, elle la relirait encore et encore, les jours où la solitude deviendrait insupportable. Ce soir-là, tout semblait conspirer pour la faire vaciller. Le vent frappait les vitres comme pour annoncer une vérité qu'elle refusait encore de nommer. Et dans le silence lourd de son appartement, chaque bruit prenait l'ampleur d'un coup de tonnerre. Chaque battement de son cœur résonnait comme un rappel de tout ce qu'elle avait perdu et de tout ce qu'elle n'osait pas encore affronter. Ses mains tremblaient sans qu'elle sache si c'était de froid ou de peur. Car elle se tenait là, devant cette lettre ouverte depuis des heures sur la table, incapable de la lire en entier, craignant de voir confirmer ce que son intuition murmurait déjà. Et pourtant, une partie d'elle brûlait de connaître enfin la vérité. Elle revoyait son regard à lui, ce mélange de douceur et de mensonge, de promesses murmurées à l'ombre des nuits et d'absences inexpliquées, et plus elle cherchait à comprendre, plus elle découvrait des détails qu'elle n'avait jamais remarqués. Ce parfum qui ne lui appartenait pas sur son manteau, ces silences prolongés au téléphone, ces voyages improvisés qui revenaient toujours avec les mêmes excuses, mais au lieu d'une colère pure, c'était une douleur complexe qui l'envahissait, une douleur qui portait en elle l'écho d'un amour si intense qu'il lui semblait presque indestructible. Et c'est peut-être cela qui la tourmentait le plus, savoir qu'on peut aimer quelqu'un au point d'accepter l'inacceptable, au point de se perdre dans ses contradictions. Alors qu'elle se souvenait de leur première nuit ensemble, de la chaleur de ses mains, du vertige de son rire, elle sentait aussi cette fissure invisible s'élargir en elle, et cette lutte entre le désir de tout sauver et l'instinct de se protéger devenait une guerre silencieuse qui déchirait chaque fibre de son être, jusqu'au moment où un bruit de clé dans la serrure la fit sursauter. Et dans cette seconde suspendue, elle sut que les mots allaient jaillir, qu'aucun masque ne tiendrait plus, que ce qui allait se dire maintenant changerait pour toujours la forme de leur amour. Elle sentit le poids du silence s'écraser sur ses épaules comme une pierre glacée, un silence chargé d'aveux qu'elle n'avait jamais eu le courage de prononcer. Et dans ce vide oppressant, l'image de lui surgit, non pas celle de l'homme public que tout le monde croyait connaître, mais celle de l'amant vulnérable qui, un soir d'orage, avait posé sa tête sur ses genoux et murmuré qu'il avait peur de la perdre. Cette peur qui, elle le savait maintenant, avait guidé chacun de ses gestes, même les plus cruels, et dans cette révélation brutale, elle se demanda si leur histoire n'avait pas été dès le départ une succession de malentendus et de blessures travesties en passion. Car derrière les éclats jarabes de rire et les corps enlacés, il y avait toujours cette tension sourde, ce besoin de se protéger de l'autre tout en voulant s'y abandonner.
Et plus elle revivait ces scènes, plus elle comprenait que leur amour avait été un champ de bataille invisible, où chaque caresse cachait une crainte et chaque mot tendre portait l'ombre d'un reproche. Et pourtant, au fond d'elle, il restait cette flamme obstinée qui refusait de mourir, cette sensation presque physique que, malgré les trahisons, malgré les absences, ils portaient encore en eux un morceau de l'autre, comme une cicatrice brûlante qui ne cessait de rappeler ce qu'ils avaient été. Et dans cet instant suspendu, elle sut que la décision qu'elle prendrait ce soir-là changerait tout, qu'elle pouvait soit éteindre définitivement cette histoire, soit se jeter une dernière fois dans le brasier, quitte à s'y consumer. Et c'est ainsi, au cœur de cette nuit brûlante d'émotions, que la vérité éclata enfin, balayant les mensonges et les doutes comme un orage libérateur. Chacun, marqué à jamais par cette révélation, sut qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. Un nouveau chapitre s'ouvrait, plus audacieux, plus lumineux, porté par l'espoir et le courage de tout recommencer. Les cœurs battaient en plus fort, les regards s'embrasaient et l'air vibrait d'une promesse silencieuse. Vous pensez que l'histoire est finie ? Détrompez-vous. Le meilleur reste à venir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Car demain, tout pourrait encore basculer.